Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le grand angle qui désormais est dissocié du reste du journal et qui aura lieu chaque mercredi. Et pour notre premier focus, je vous propose de nous caler sur le calendrier. Demain, jeudi 31 octobre, les passionnés de films d'horreur et de déguisement célébreront Halloween. Souvent associé de nos jours à une dérive commerciale venue des États-Unis, Halloween n'est pourtant en aucun cas une fête imposée par la première puissance mondiale. Pour la petite histoire, en France, mais aussi en Belgique, on trouve des traces historiques de coutumes proches des habitudes d'Halloween qui trouveraient en réalité son origine dans une autre fête célébrée en Irlande, mais également en Gaule depuis l'Antiquité. Retour sur l'évolution de cette fête avant tout païenne. Dans la culture populaire, Halloween est souvent associé aux États-Unis, et pour cause, puisque la fête est très suivie dans ce pays, et les productions culturelles en sont donc baignées. Il n'est pas rare qu'une série télévisée ait son épisode consacré à Halloween, comme par exemple dans Simpsons, Friends, MacGyver, K2000, Buffy contre les vampires, Charmed ou encore NCIS. Sans compter les films dont le synopsis complet tourne autour d'Halloween, Great Pumpkin, Charlie Brown, La Nuit des Masques ou encore L'étrange Noël de Mr. Jack. Halloween ne trouve pourtant pas son origine aux États-Unis, mais bien sur le vieux continent, l'Europe, plus exactement dans les îles anglo-celtes. Il s'agit de la soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint, le nom signifiant tout simplement la veillée de la Toussaint, en anglais All Hallows Eve pour The Eve of All Saints' Day. Les Irlandais apportent l'un des symboles les plus importants d'Halloween, Jack-o'-lantern. Le personnage est issu d'un vieux conte irlandais qui raconte l'histoire de Jack, méchant personnage ayant dupé même le diable. En arrivant en enfer, le diable refuse son entrée, mais Jack le convainc de lui donner du charbon ardent pour une lanterne creusée dans un navet, afin de trouver son chemin dans le noir jusqu'au jour du jugement dernier. Depuis, Jack-o'-lantern errerait et réapparaîtrait chaque année le jour de sa mort à Halloween. Halloween trouverait pourtant son origine dans la fête païenne de Samhain. Il faut alors remonter aux Celtes qui célébraient le début de l'automne, pour eux une sorte de nouvel an. Il s'agissait de Samhain en Irlande et de Samonios en Gaule, les druides ayant autorité sur le déroulement des festivités. On fêtait donc Halloween avant l'heure dans ce qui sera la France. En Gaule d'ailleurs, la tradition était d'éteindre le feu de cheminée dans chaque foyer et de se rassembler autour d'un feu sacré dans le village pour éloigner les esprits maléfiques. Les braises chaudes servaient ensuite à rallumer le feu de chaque foyer pour préparer une bonne année. En Irlande, au Pays de Galles et en Écosse, on célébrera aussi longtemps une fête du nom de Oiche-Shamna en gaélique. Les fêtes druidiques vont progressivement se perdre, essentiellement avec l'arrivée du christianisme. La confusion avec la Toussaint va se faire au 8e et 9e siècle avec les papes Grégoire III et Grégoire IV, la fête de Samhain étant à l'origine celle de la réunion du monde visible et du monde des morts, les vivants ayant accès en ce jour à cet autre monde. Les historiens avancent que la célébration des saints, à l'origine célébrée en mai par les chrétiens, aurait été déplacée au 1er novembre, précisément pour christianiser la fête de Samhain. D'autres réfutent tout lien entre la veillée de la Toussaint et Samhain. Quoi qu'il en soit, le nom de la fête populaire se transforme donc pour devenir la contraction d'une expression anglaise, Halloween, sans aucun lien direct avec la fête de Samhain d'un point de vue étymologique. Pour ajouter à la confusion, les moines de Cluny instaurèrent une fête des morts le 2 novembre, même si elle est généralement célébrée le 1er novembre par la population. Pendant ce temps, en Bretagne, une réminiscence de Samhain perdurait à travers une tradition consistant à laisser de la nourriture et le feu allumé, selon la croyance que les âmes des morts revenaient la veille de la Toussaint. Cette tradition non chrétienne aurait perduré jusqu'au début du XXe siècle. Toujours en Bretagne, les enfants avaient pour habitude, à la même époque, avant la Toussaint, de jouer des tours villageois. Ils creusaient également des betteraves et des navets pour y introduire des bougies, ce qui se rapproche de la tradition de Jack-o'-lantern et de Samhain. On trouve des coutumes proches dans d'autres régions et pays frontaliers. À l'heure actuelle, on célèbre encore des messes pour la partie religieuse. Halloween est cependant massivement une fête populaire, surtout depuis la fin des années 90 en France et en Belgique, liée à la mort, se manifestant par des feux de joie, des feux d'artifice, des contes et films d'horreur. La fête des morts mexicaine, elle proche des États-Unis, a contribué à influencer les célébrations en ce sens.
Une autre composante est la tradition de se déguiser avec des costumes effrayants et de sonner aux portes en demandant des friandises, avec la formule farce ou friandise, trick or treat en anglais, une tradition qui trouve aussi son origine, sans les costumes, au Royaume-Uni et en Irlande, avant même le 19e siècle. Sous cette forme, la fête est principalement présente en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en France. Comme vous l'aurez compris, Halloween est un amalgame culturel, pourrait-on dire, trouvant ses origines dans des coutumes anciennes, mais transformé progressivement en une fête avec ses récupérations variées et ses dérives commerciales. Finalement, comme à Noël, chacun peut choisir, selon ses convictions et ses envies, de privilégier l'aspect qu'il préfère ou tout simplement ignorer la fête. Qui aujourd'hui n'a jamais entendu parler de la fameuse citrouille d'Halloween, celle que l'on évite pour y sculpter un visage grimaçant éclairé par une bougie, comme celle-ci. Ce légume d'une belle couleur orangée est devenu au fil des siècles le symbole par excellence d'Halloween. Mais saviez-vous qu'avant d'utiliser des citrouilles, on recourait au navet, et pour une raison bien spécifique, retour sur la fabuleuse histoire de la citrouille d'Halloween. Halloween est loin d'être une invention américaine. Sa célébration remonte à plus de 2500 ans et est issue de la culture celte, la fête de Samhain. Après la récupération de la fête par l'Église catholique, le terme Halloween est né. Il s'agit de la contraction d'All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Il faut savoir que l'année celte et gauloise s'achevait à la fin de notre mois de novembre actuel, une nuit de pleine lune durant laquelle était célébrée la nouvelle année, censée ouvrir une brèche entre le royaume des vivants et celui des morts. Durant 7 jours, 3 jours avant et 3 jours après l'ouverture de la brèche, on célébrait l'esprit des défunts pour tenter de les dissuader de venir hanter les morts. Les Irlandais ont perpétué la célébration de Samhain, les déguisements de sorcières, fantômes et diables en tout genre étaient alors de mise. Ils servaient à tromper les esprits et à se protéger d'eux. L'un de ces esprits craints par les Irlandais est le personnage d'un conte issu d'une tradition orale. Ce conte connaît des variations, notamment dans d'autres versions régionales. Racontons ici la plus répandue, celle de Jack Stingy, baptisé ensuite Jack O'Lantern. Le protagoniste principal de cette histoire, un certain Jack Stingy, donc habitant de Wicklow, une bourgade de la côte est irlandaise. Homme riche et avare, ivrogne accompli, Jack vit dans l'opulence sans se soucier de son prochain. Ses nuits, il les passe au Wicklow Square, à boire et à s'encanailler. Une nuit, accoudé au bar, comme toujours, il rencontre le diable, cette fameuse nuit de pleine lune célébrant Samhain. Satan tente de s'approprier l'âme de Jack. Rusé, Stingy accepte à une condition, que le diable lui paye un dernier verre. Satan accepte et se transforme en pièce de monnaie. Jack, au lieu de passer commande au tavernier, glisse la pièce de monnaie dans sa poche. Il garde depuis toujours au fond de cette poche une croix en argent. La croyance veut que le symbole de la croix paralyse le diable. Satan se trouve ainsi piégé. Jack propose de le libérer s'il promet de lui donner encore 10 ans de sursis. Obligé d'accepter, le diable regagne les enfers, furieux. 10 ans plus tard, Satan surprend Jack au détour d'un chemin planté d'un pommier. Il est temps, comme convenu, de récupérer son âme. Stingy accepte, cette fois-ci, en échange d'une dernière pomme. Le diable grimpe sur le pommier, Jack en profite pour tracer une croix sur le tronc de l'arbre. Une fois de plus, Satan se retrouve piégé. Il est contraint d'accepter le nouveau marché que lui propose Jack, en échange de sa liberté, ne jamais prendre son âme, et Satan s'en retourne une nouvelle fois bredouille aux enfers. Si Jack avait su ce qu'il attendait, il aurait sans doute réfléchi à 2 fois avant de conclure un marché pareil. À sa mort, Jack se voit bien entendu refuser l'entrée au paradis. Il frappe alors à la porte des enfers. Le diable lui rappelle sa promesse, ne jamais prendre son âme. Il n'entrera pas plus aux enfers qu'au paradis, qu'il retourne donc d'où il vient. Pour toute consolation, le diable lui offre une braise qui le guidera dans sa longue pénitence. Jack, pour protéger le charbon incandescent du vent, le place dans un navet soigneusement évidé. Depuis ce jour, Jack Stingy erre comme une âme en peine, sa lanterne improvisée dans une main entre le monde des vivants et celui des morts. Il réapparaît le jour de l'ouverture de la brèche entre les deux mondes, le jour de Samhain, en attente du jugement dernier.
Les Irlandais, lors de la célébration de Samhain, évidaient des navets et leur donnaient un visage peint ou creusé. Ils plaçaient des chandelles à l'intérieur pour reproduire la lanterne de Jack Stingy, le maudit, dans l'espoir que cette figuration d'une âme damnée ferait fuir les esprits. Dans les années 1845-1850, plein milieu du 19e siècle, une importante pénurie de pommes de terre entraîne une famine particulièrement meurtrière, où plus de 700 000 Irlandais émigrent en Amérique, emportant avec eux leur tradition celtique et la légende de Jack O'Lantern. Mais dans leur nouvelle patrie, les navets ne se cultivent pas en abondance. À la place, ils utilisent donc des citrouilles, qui font très bien l'affaire et qui sont encore plus faciles à évider. Depuis, les fameuses citrouilles d'Halloween sont surnommées les Jack O'Lantern. Parce qu'il est bon de se faire peur à Halloween, de l'effrayant Carrie au glaçant Shining, en passant par la comédie horrifique Chucky, déclinée en 8 volets, notre grand angle revient sur 15 films d'horreur cultes qui vont à coup sûr vous faire frissonner jusqu'au bout de la nuit ce 31 octobre. À la 15e position, grand classique des années 60, Psychose d'Alfred Hitchcock reste l'un des thrillers les plus étudiés dans les écoles de cinéma. Terriblement angoissant, surtout pour l'époque, on raconte que les spectateurs s'évanouissaient dans les salles obscures, déboussolés et choqués par la perversité macabre de Norman Bates, propriétaire du Bates Motel, un lieu témoin de ses crimes et de ses penchants taxidermistes. En 14e position, Shining de Stanley Kubrick, 1980. Un père de famille aliéné poursuit à la tronçonneuse sa femme et son fils dans un hôtel labyrinthique totalement désert. Comment ne pas trembler devant Jack Torrance, campé par un Nicholson phénoménal, et l'apparition terrifiante des jumelles au bout du couloir. Un film culte qui a traumatisé grand nombre de générations, et nous avec. En 13e position, Le silence des agneaux de Jonathan Demme, film de 1991. J'ai été interrogé par un employé du recensement, j'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Les mots glaçants d'Hannibal Lecter résonnent encore dans toutes les têtes. En 1991, Anthony Hopkins terrorise le monde entier en jouant un ancien psychiatre cannibale, jouant au chat et à la souris avec Jodie Foster, incarnant la jeune agent du FBI, Clarice Starling, fascinée par cet homme redoutablement intelligent. En 12e position, The Ring de Gore Verbinski, film de 2003. Après avoir visionné une étrange cassette sans étiquette ni marque, diffusant des symboles et images cauchemardesques, le téléphone sonne. Au bout du fil, une voix terrible annonce que le spectateur n'a plus que 7 jours à vivre. Après la mort de sa nièce, l'une des nombreuses victimes à avoir péri, après avoir vu cette cassette, la journaliste Rachel Keller, interprétée par Naomi Watts, aidée par son ex-mari, se penche sur cette sombre malédiction, quitte à mettre en péril sa vie et celle de son entourage. En 11e position, Rosemary's Baby de Roman Polanski, film de 1968. Rosemary et Guy Woodhouse, un jeune couple, s'installent dans un appartement vétuste au passé inquiétant à Manhattan. Ils deviennent amis avec leurs voisins, Roman et Minnie Castevet, mais très vite, leur omniprésence devient oppressante pour Rosemary, enceinte de son premier enfant. Et en 10e position, nous vous proposons le projet Blair Witch d'Eduardo Sanchez et Daniel Myrick, un film de 1999. Au début des années 90, une bande d'étudiants en cinéma part dans la forêt de Black Hills dans le Maryland pour réaliser un reportage sur la sorcière de Blair. Si un an plus tard la bande vidéo relatant leur enquête est retrouvée, ceux-ci sont toujours portés disparus. Précurseur des pseudo-documentaires d'horreur, The Blair Witch Project, titre original, fait encore l'objet de nombreux débats 20 ans après sa sortie concernant sa fin ouverte et énigmatique. À la 9e position, L'Exorciste de William Friedkin, film de 1973. L'actrice Chris McNell est inquiète au sujet de sa fillette Regan. Après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force paranormale l'habite qui coûte la vie au metteur en scène de Chris. Désespérée, cette dernière fait appel à 2 exorcistes. En 8e position, Les Griffes de la Nuit, un classique de Wes Craven, film de 1984. 5 jeunes sont hantés chaque nuit par le même cauchemar. Un homme monstrueux au visage brûlé surgit des ténèbres, sa main droite gantée et munie de 4 longues griffes d'acier menaçantes. Mais le cauchemar se confond peu à peu à la réalité. En 7e position, ce film porte bien son nom, Halloween, La Nuit des Masques de John Carpenter, film de 1978 avec Jamie Lee Curtis.
La nuit d'Halloween, en 1963, le jeune Michael Myers se précipite dans la chambre de sa sœur aînée et la poignarde sauvagement. Après son geste, Michael se mure dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital et retourne sur les lieux de son crime. Il s'en prend alors aux adolescents de la ville. 11 films sont sortis depuis 1978. Le dernier opus datant de 2018, ce nouvel Halloween marque le 40e anniversaire du film original, avec le retour de John Carpenter dans le rôle de producteur délégué et la reprise du rôle de Laurie Strode par Jamie Lee Curtis. En outre, le film met aussi en vedette Judy Greer dans le rôle de Karen Nelson, la fille de Laurie, Andy Matichak dans celui d'Ellison, la petite fille de Laurie, Will Patton dans le rôle de l'officier Hawkins, tandis que Virginia Gardner incarne Vicky, une amie d'Ellison. James Jude Courtney et Alec Baldwin incarnent respectivement Michael Myers et son psychiatre Ranbir Sartain. Ce film anniversaire se veut fidèle à l'œuvre originale de Carpenter en y intégrant tous les ingrédients qui ont fait de celui-ci un film culte. Les scénaristes font le choix d'oublier volontairement toutes les autres suites produites jusqu'alors pour se placer 40 ans après les événements d'Halloween, la nuit des masques, le film original. Dans le but de proposer une histoire différente des autres films de la série, le lien familial entre Michael Myers et Laurie Strode est aussi volontairement effacé. L'intrigue du film se porte sur les retrouvailles macabres entre le tueur psychopathe Michael Myers et Laurie Strode, la survivante du massacre d'Halloween qui s'est déroulé 40 ans plus tôt. Pour protéger sa famille, celle-ci se prépare depuis de nombreuses années au retour du tueur. À la 6e place de notre classement, Conjuring, les dossiers Warren de James Wan de 2013. Ce film raconte l'histoire horrible mais vraie d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Contraints d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur histoire. En 5e position, nous ne pouvions pas ne pas le citer, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, film de 1974. Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre. Leur cimetière vient d'être profané et les cadavres exposés sous forme de trophées. Pendant ce temps, 5 amis traversent la région à bord d'un minibus. Ils croisent en chemin la route d'un autostoppeur et décident de le prendre à bord. Mais lorsque les jeunes gens s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiétant et menaçant, ils finissent par s'en débarrasser. Bientôt à court d'essence, le groupe décide d'aller visiter une vieille maison abandonnée appartenant aux grands-parents de 2 d'entre eux. Chacun leur tour, les 5 amis vont être attirés par la maison voisine. La rencontre avec ces étranges habitants va leur être fatale. En 4e position, Jeu d'enfant, alias Chucky, de Tom Holland, 1988. Pour ses 6 ans, Andy Barclay est comblé. Sa mère lui fait cadeau d'une poupée parlante, joufflue, à souhait, nommée Chucky. Andy est fou de sa poupée et lui seul connaît son secret. Chucky sait faire bien des choses. Elle est même capable de tuer. À ce jour, Chucky compte 8 opus, Jeu d'enfant sorti en 1988, Chucky la poupée de sang, 1990, Chucky 3 en 1991, La fiancée de Chucky qui met en scène Tiffany, une autre poupée démon sortie en 1998, Le fils de Chucky sorti en 2005 avec l'apparition de Glenn, La malédiction de Chucky sorti en 2013, Le retour de Chucky en 2017 et Child's Play, la poupée du mal sortie en 2019. Et nous passons à notre top 3. En 3e position, Vendredi 13 de Sean Cunningham, film de 1980. Le vendredi 13 juin 1957, un jeune garçon nommé Jason meurt noyé au camp de Crystal Lake. L'année suivante, 2 moniteurs sont également tués. À la suite de ces événements, le camp reste abandonné. En 1979, Steve Christie décide de le rouvrir un vendredi 13 juin, jour anniversaire des décès survenus 21 ans auparavant. Lors de la préparation du camp pour l'été, les moniteurs employés par Christie commencent à disparaître les uns après les autres pendant la nuit. En effet, le même tueur qui a sévi en 1958 est de retour pour une justice sanglante. Sur la 2e marche du podium, Destination finale de James Wrong, film sorti en 2000. Pour le petit groupe d'étudiants, le voyage à Paris s'annonçait bien, mais peu avant le décollage de leur avion, Alex, le héros, a soudain une vision fulgurante. L'appareil va exploser en vol. Parce qu'il va tenter d'alerter les passagers, il sera expulsé de l'avion avec 5 de ses camarades et son professeur. Lorsque quelques minutes plus tard, l'appareil explose, ils seront les seuls survivants. Pour Alex, ce don de voyance qui lui a sauvé la vie est aussi une malédiction. Comment expliquer ces visions? D'où lui vient ce fascinant pouvoir?
4 autres films de la saga sont parus depuis, le dernier datant de 2011. Et enfin, première position pour Scream de Wes Craven, film de 1996. Il ne fallait pas répondre au téléphone. Drew Barrymore ouvre avec l'une des scènes les plus cultes du cinéma d'horreur, le film Scream, plongé en enfer d'une petite ville du Maryland, terrorisée par un serial killer masqué qui s'en prend à des adolescents. À l'autre bout du fil, un homme à la voix suave, séduisante, puis de plus en plus menaçante. La jeune fille, qui s'apprêtait à regarder un film d'horreur seule dans sa maison familiale, devient malgré elle la victime d'un véritable massacre savamment ficelé par l'anonyme grimé qui pénètre dans la villa couteau au poing. Après un premier volet au succès phénoménal, 3 autres opus sont sortis en 1997, 2000 et 2011. Une série a même été créée et diffusée sur Netflix. Elle compte à ce jour 2 saisons. Et nous en parlions dimanche dernier dans notre journal rubrique Netflix. Voilà pour ce grand angle consacré aux festivités d'Halloween. Merci de l'avoir suivi. Mercredi prochain, je vous proposerai un zoom historique sur l'un des grands génies de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci, dont nous célébrons cette année le 500e anniversaire de sa mort. D'ici là, bonne Halloween et à dimanche pour le journal.